Ma mère a crié, « Tu n'as jamais rien apporté à cette famille. » Puis elle m'a dit de partir et d'arrêter de m'humilier. Je suis parti sans dire un mot. Un mois plus tard, mon frère a appelé en panique, « Pourquoi l'école a-t-elle dit que mes paiements ont cessé ?» J'ai répondu, « Demande à la famille que je n'ai soi-disant jamais soutenue. » J'ai supprimé tout ce qui les reliait à moi et tout s'est effondré en 48 heures. Je m'appelle Maya Collins. J'ai 30 ans. Et pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai cru qu'être la fille fiable signifiait rester silencieuse pendant que tous les autres s'appuyaient sur moi. J'ai payé des factures dont personne n'admettait l'existence. J'ai couvert des urgences qui n'en étaient jamais vraiment. J'ai souri lors de dîners de famille où mes euros étaient les bienvenus mais pas ma voix. Puis un après-midi au milieu d'un brunch de la fête des mères que j'avais organisé et payé, ma mère m'a regardé comme si j'étais une étrangère mendiant de l'attention. Sa voix a traversé la table si vivement que même le serveur s'est figé. Elle a dit que je n'avais jamais rien fait de significatif pour cette famille. Puis elle m'a dit que j'étais inutile et qu'ils n'avaient jamais eu besoin de moi et que je devais partir avant de m'humilier davantage. Personne ne m'a défendu. Pas une seule personne. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté la vérité à travers la table. J'ai simplement posé ma serviette à côté de mon assiette intacte puis j'ai pris mon sac à main et je suis sorti. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que mon silence n'était pas une faiblesse. C'était le début de la fin. Pendant un mois, personne n'a appelé pour demander si j'allais bien. Puis le numéro de mon frère a clignoté sur mon téléphone et les premiers mots sortis de sa bouche n'étaient pas des excuses. Il avait l'air paniqué et a demandé pourquoi son école disait que les paiements s'étaient arrêtés. J'ai regardé l'écran en comprenant enfin exactement ce que j'avais été pour eux et j'ai dit, « Demande à la famille que je n'ai soi-disant jamais soutenue. » Après cela, j'ai retiré chaque carte et chaque compte et chaque filet de sécurité qui leur était lié. Et en 48 heures, la famille qui prétendait n'avoir jamais eu besoin de moi a commencé à s'effondrer. Avant de vous raconter ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi ceci. Quelle heure est-il là où vous êtes en ce moment? Et d'où regardez-vous? Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage. Pendant des années avant ce brunch de la fête des mères, j'avais été la personne qui réglait les problèmes que personne d'autre ne voulait nommer. Je n'ai pas commencé riche. Je ne me suis pas réveillé un matin avec une entreprise et une maison et assez d'économies pour sauver tout le monde. J'ai gagné chaque morceau de ma vie à la dure. À l'université, j'avais une bourse et 2 emplois à temps partiel et une voiture d'occasion qui faisait un bruit de grincement chaque fois que je tournais à gauche. J'ai étudié les soins vétérinaires parce que les animaux étaient la seule chose qui avait toujours eu du sens pour moi. Ils ne vous flattaient pas quand ils avaient besoin de quelque chose. Ils ne prétendaient pas que l'amour était synonyme de possession. Ils venaient à vous effrayer ou malade ou blessé. Et si vous les aidiez, ils vous faisaient confiance. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai travaillé dans une clinique bondée en banlieue d'Austin puis j'ai économisé assez d'euros pour acheter une vieille camionnette et la transformer en service vétérinaire mobile. Au début, les gens riaient de l'idée. Mon père disait que conduire pour faire des vaccins et soigner des chiens dans les allées des gens n'était pas une vraie carrière. Ma mère disait que cela ressemblait à ce que faisait une personne quand elle ne pouvait pas être embauchée ailleurs. Mon frère a à peine levé les yeux de son téléphone quand je lui ai dit que j'avais mes 10 premiers clients. Mais j'ai continué. J'ai travaillé les fins de semaine. J'ai répondu à des appels d'urgence à minuit. J'ai aidé des propriétaires âgés qui ne pouvaient pas soulever leurs animaux de compagnie dans les voitures. J'ai soigné des animaux secourus à moitié prix quand les refuges étaient débordés. Lentement, la camionnette est devenue 2 camionnettes puis 3. Ensuite, j'ai embauché un vétérinaire puis un autre. Au moment où j'ai eu 30 ans, ma clinique mobile avait une liste d'attente et des contrats avec des résidences pour personnes âgées et plus de stabilité que quiconque dans ma famille n'avait jamais attendu de moi. C'est à ce moment-là que leur ton a changé. Soudainement, mon travail n'était plus honteux. Soudainement, ils étaient fiers de mon indépendance. Soudainement, je faisais partie de la famille d'une manière qui n'était pas le cas quand je mangeais des nouilles au-dessus de mon évier et que je priais pour que mon compte chèque survive une semaine de plus. La première demande était petite. Ma mère a dit que la facture d'impôt foncier sur la maison à Plano était arrivée au pire moment et a demandé si je pouvais la couvrir avec mes euros juste le temps que le chèque de commission de mon père soit encaissé. J'ai dit oui. Ensuite, la camionnette de mon père a eu besoin de réparation parce qu'il disait ne pas pouvoir aller travailler sans elle. J'ai payé. Puis la prime d'assurance de ma mère est arrivée à échéance et elle a dit que cela ferait très mauvais effet si une femme qui vendait des assurances avait une interruption de police. J'ai payé à nouveau.
Chaque fois il me disait que c'était temporaire. Chaque fois il promettait de me rembourser. Ils ne l'ont jamais fait. Puis est arrivé le programme d'aviation de mon frère. Il avait décidé de devenir pilote de ligne. Et mes parents ont traité cette décision comme s'il avait annoncé qu'il sauvait le monde. Il parlait de son avenir comme s'il leur appartenait à tous. Comme si un jour il piloterait des avions privés et ferait honneur au nom de la famille. Les frais de scolarité coûtaient beaucoup d'euros. Les heures de vol étaient coûteuses. L'équipement était cher. Et d'une manière ou d'une autre chaque partie coûteuse de son rêve a trouvé son chemin vers ma boîte de réception. Ma mère disait que j'avais de la chance d'être en position d'aider. Mon père disait que la famille investissait dans la famille. Mon frère disait qu'il me rembourserait quand il gagnerait un salaire de pilote en euros. Je voulais les croire. Je le voulais vraiment. Alors j'ai ajouté ma carte au portail de l'école. J'ai aidé pour son équipement de vol. J'ai couvert les paiements manqués quand mes parents prétendaient que leur compte bancaire était à sec. J'ai même signé conjointement un prêt pour une camionnette parce que mon père insistait sur le fait que mon frère avait besoin d'un moyen de transport fiable pour se rendre à sa formation. En y repensant, la partie étrange n'est pas qu'ils aient demandé. Les familles demandent de l'aide. La partie étrange est la rapidité avec laquelle l'aide est devenue une attente. Les remerciements ont disparu en premier, puis les mises à jour ont disparu, puis le respect a disparu. Ils n'appelaient pas pour dire que le paiement était passé. Ils appelaient quand un autre paiement en euros était dû. Ils ne demandaient pas si je pouvais me le permettre. Ils supposaient que je le pouvais. Si j'hésitais, ne serait-ce qu'un peu, ma mère devenait froide. Elle disait des choses comme « Je pensais que tu te souciais de l'avenir de ton frère ». Ou bien « Ce doit être agréable d'oublier d'où tu viens ». Mon père préférait la déception. Il soupirait au téléphone et disait qu'il supposait qu'il se débrouillerait d'une manière ou d'une autre, ce qui signifiait toujours qu'il s'attendait à ce que j'intervienne avant qu'il n'ait à le faire. Mon frère ne s'embarrassait pas de la culpabilité. Il envoyait juste des captures d'écran des soldes et écrivait « Peux-tu t'occuper de ça avant vendredi ?» Je me disais qu'ils étaient sous pression. Je me disais que les personnes qui réussissent devaient redonner. Je me disais que l'amour ressemblait parfois à porter plus de poids. Mais au fond, une partie de moi connaissait la vérité. Je n'étais pas redevenu leur fille. J'étais devenu leur filet de sécurité. Et la pire chose quand on est un filet de sécurité, c'est que personne ne vous remarque jusqu'à ce qu'il tombe. Le brunch de la fête des mères était censé être simple. C'est ce que je n'arrêtais pas de me dire pendant que je conduisais d'Austin à Dallas ce matin-là, avec un gâteau en boîte sur le siège passager et un bouquet de roses blanches enveloppées dans du papier derrière moi. Un brunch simple et des sourires simples et 2 heures simples. J'avais réservé une table dans une brasserie que ma mère adorait, avec des banquettes en cuir et des verres polis et des serveurs qui appelaient tout le monde madame. Elle aimait ce genre d'endroit parce qu'il la faisait se sentir importante. J'avais payé la compte de réservation en euros 2 semaines plus tôt. J'avais commandé le gâteau dans une boulangerie qu'elle suivait en ligne. J'avais même appelé à l'avance pour m'assurer qu'il pourrait apporter les fleurs après le repas parce qu'elle adorait les petits moments publics où les gens la regardaient et applaudissaient poliment. Quand je suis arrivé, tout le monde était déjà là. Et pendant une seconde, je me suis permis de croire que ce serait une journée paisible. Ma mère a souri quand elle a vu les fleurs. Mon père m'a fait un signe de tête comme si j'étais une employée qui avait livré quelque chose à temps. Mon frère faisait défiler des vidéos d'école de pilotage sur son téléphone en levant à peine la tête quand je me suis assise. J'ai essayé de ne pas m'en soucier. J'ai posé des questions sur sa formation. Il a parlé pendant 15 minutes d'affilée des conditions météorologiques et de l'entretien des avions et de la façon dont son instructeur disait qu'il avait des instincts naturels. Ma mère rayonnait comme si chaque mot provenait d'une future célébrité. Mon père a dit au serveur que son fils allait devenir pilote et le serveur a souri parce que c'est ce que font les serveurs quand les clients veulent être admirés. Puis ma mère a commencé à dire à la table à quel point elle était fière que notre famille ait toujours travaillé dur pour tout ce que nous avions. Cette phrase s'est posée dans ma poitrine comme une pierre. J'ai regardé le menu, puis le gâteau que j'avais payé, puis la montre de mon frère dont je savais qu'elle avait été achetée avec un paiement par carte que j'avais couvert après qu'il l'ait qualifié de dépense de remise de diplôme même s'il n'avait encore obtenu aucun diplôme. Je ne voulais pas gâcher la journée. Je ne voulais pas me disputer, alors j'ai attendu après le plat principal quand le serveur avait débarrassé les assiettes et que ma mère avait fini d'accepter les compliments pour les fleurs qu'elle n'avait pas achetées. Je me suis penché et j'ai dit doucement que j'avais besoin que tout le monde commence à planifier ses propres dépenses pour les prochains mois.
J'ai expliqué que ma clinique s'agrandissait et que j'avais la masse salariale et l'entretien des véhicules et les assurances et l'équipement médical et une nouvelle tournée s'ouvrant pour les communautés de personnes âgées. J'ai dit que je ne pouvais pas continuer à couvrir chaque urgence sans préavis. Je l'ai dit gentiment. Je l'ai dit comme une adulte responsable parlant à d'autres adultes responsables. Le sourire de ma mère a disparu si vite que c'était comme si quelqu'un avait éteint une lumière. Elle m'a fixé à travers la table et a dit « Es-tu sérieusement en train de parler d'euros aujourd'hui ?» Je lui ai dit que je n'essayais pas de faire tourner la journée autour des euros. J'avais juste besoin qu'il comprenne la situation avant le prochain cycle de paiement. Mon père a bougé sur son siège et a marmonné que le moment était mal choisi. Mon frère a enfin levé les yeux mais seulement parce que son avenir avait entendu une menace. Il a demandé si cela concernait son école. J'ai répondu que cela concernait tout et pas seulement lui. Les dépenses de la maison et l'assurance et la camionnette et les paiements de vol et les cartes de secours. J'ai dit que je les aimais mais que l'amour ne pouvait pas signifier qu'une seule personne paie silencieusement pour tout le monde pour toujours. C'est alors que ma mère a ri. Ce n'était pas un rire chaleureux. C'était tranchant et laid. Le genre de rire destiné à vous humilier avant même que les mots n'arrivent. Elle a dit, « Tu fais toujours ça Maya. Tu agis comme si tu portais le monde entier alors que tout ce que tu as jamais fait c'est rendre les choses plus difficiles. » Je me suis figé. Les gens à la table voisine ont jeté un coup d'œil. J'ai gardé la voix basse et je lui ai dit que ce n'était pas juste. Elle s'est penchée en avant avec le visage devenant rouge puis elle a élevé la voix suffisamment pour que toute la salle l'entende. Elle a dit que je n'avais jamais rien apporté à cette famille. Pendant une seconde j'ai cru avoir mal entendu. Vraiment. Non pas parce que les mots étaient compliqués mais parce que mon cerveau refusait d'accepter que la femme dont je payais les factures en euros puisse dire cela alors qu'elle était assise à une table que j'avais réservée avec les euros de ma propre entreprise. J'ai regardé mon père. Il a détourné le regard. J'ai regardé mon frère. Il a pris son verre et l'a fixé comme si la glace était devenue fascinante. Ma mère a continué. Elle a dit, « Tu as toujours été dramatique en essayant toujours de faire culpabiliser tout le monde et toujours désespéré d'être considéré comme spécial. » Puis elle a prononcé la phrase qui a fait s'estomper chaque son du restaurant derrière un bourdonnement dans mes oreilles. « Tu es inutile. Nous n'avons jamais eu besoin de toi. Arrête de t'humilier et pars. » Voilà. Pas une erreur. Pas un malentendu. Un verdict. J'ai senti quelque chose en moi s'immobiliser. Pas se briser. Exactement. Se briser semble violent. Cela semblait plus silencieux que ça. Comme une porte qui se ferme dans une maison que personne ne savait vide. Je voulais lui parler de chaque facture et de chaque nuit blanche et de chaque confirmation de paiement et de chaque fois où j'avais choisi leur confort au détriment de ma propre paix. Mais je savais ce qui se passerait si je le faisais. Il me qualifierait d'émotionnel. Il dirait que je gâchais la fête des mères. Il déformerait la vérité jusqu'à ce que j'aie l'air cruel de l'avoir mentionné. Alors je ne me suis pas défendu. J'ai plié ma serviette une fois puis je l'ai placée à côté de mon assiette et je me suis levé et j'ai pris mon sac à main. Ma mère avait l'air satisfaite comme si elle avait gagné. C'était sa première erreur. Mon frère a chuchoté mon nom pas avec inquiétude mais avec un avertissement comme si j'étais censé me rappeler ma place avant de rendre sa vie gênante. Je l'ai regardé puis mon père puis ma mère. Je n'ai rien dit. J'ai dépassé le comptoir de l'hôtesse et j'ai passé les portes en verre dans le brillant après-midi et je n'ai pas regardé en arrière. Derrière moi ils avaient toujours le gâteau et les fleurs et la table et la représentation. Ce qu'ils n'avaient plus c'était moi. Le trajet de retour vers Austin a semblé plus long qu'il n'aurait dû l'être. Pendant la première heure j'ai entendu la voix de ma mère en boucle. Tu es inutile. Nous n'avons jamais eu besoin de toi. Arrête de t'humilier. À la deuxième heure j'ai arrêté de pleurer. À la troisième j'étais calme. Et ce calme m'a fait plus peur que ne l'aurait fait la colère. La colère m'aurait peut-être poussé à appeler et à hurler. Le calme m'a rendu pragmatique. En arrivant chez moi je ne me suis pas changé et je n'ai pas versé de vin et je n'ai rien publié en ligne. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fait une liste. Portail de l'école de pilotage et prêt de la camionnette et prime d'assurance et compte de l'impôt foncier et documents de prêt sur valeur domiciliaire et carte de crédit d'urgence et immatriculation de la caravane et compte de secours pour les services publics. Chaque ligne était un film liant à des personnes qui venaient de nier que j'avais jamais maintenu quoi que ce soit ensemble.
J'ai commencé par les choses simples. J'ai retiré ma carte des futurs paiements de l'école de pilotage. Je n'ai rien annulé de ce que j'avais déjà payé. J'ai simplement arrêté de le financer. Je me suis retiré du paiement automatique du prêt de la camionnette et j'ai demandé une confirmation écrite de mes obligations. J'ai annulé la carte de secours rattachée au service public de mes parents. J'ai changé les mots de passe de tous les comptes auxquels ma mère avait accès. Chaque étape était légale. Chaque étape était silencieuse. Chaque étape ressemblait à la coupure d'une corde que j'avais prise à tort pour une famille. Les éléments compliqués ont été transmis à mon avocate Priyacha. Elle s'était occupée des contrats pour ma clinique et savait lire les petits caractères comme une arme. Je lui ai envoyé les documents de prêt sur valeur domiciliaire et le titre de propriété de la caravane et les virements bancaires en euros et les reçus d'assurance et les messages où mes parents promettaient de me rembourser. J'ai écrit, j'ai besoin de savoir ce que je peux résilier et ce que je peux récupérer et ce à quoi je ne dois pas toucher sans conseil juridique. Elle a répondu le lendemain matin, je me demandais quand vous alliez enfin le demander. Cette phrase m'a frappé de plein fouet. Cela signifiait que quelqu'un d'autre avait vu le schéma avant que je sois prête à le nommer. Pendant les jours qui ont suivi, mon téléphone est resté étrangement silencieux. Aucune excuse et aucun message pour me demander si j'étais bien rentré. Ma mère n'a pas appelé. Mon père n'a pas appelé. Mon frère n'a pas appelé. Au début, le silence m'a blessé. Puis il a tout expliqué. Ils n'étaient pas inquiets de m'avoir perdu. Ils attendaient que je reprenne mon rôle. Ils pensaient que j'allais me calmer et me sentir coupable et redonner l'accès aux euros avant qu'une échéance importante n'arrive. J'ai préparé un petit sac et j'ai confié les opérations non urgentes à la directrice de ma clinique et j'ai conduit vers l'ouest. J'ai réservé un logement tranquille dans un ranch près de Santa Fe avec un porche et des planchers en bois et une vue assez vaste pour que mes problèmes paraissent plus petits. La première nuit, je me suis assise dehors avec mon téléphone face vers le bas. Le silence semblait étrange. Je m'attendais toujours à une exigence ou une crise ou une nouvelle facture déguisée en famille. Rien n'est venu. Le lendemain matin, j'ai bu du café dans une tasse bleue ébréchée et j'ai réalisé à quel point j'avais été fatigué. Pas seulement physiquement fatigué. J'étais fatigué d'être utile. Fatigué d'être la personne qui ne pouvait jamais avoir un mois difficile parce que tout le monde avait construit ses bons mois sur mon sacrifice. Pendant presque 4 semaines, je suis resté la plupart du temps injoignable. Je prenais des nouvelles de ma clinique. Je répondais à Priya. J'ignorais tout le reste. Personne n'a vraiment essayé de me contacter. Aucune excuse n'est venue. Puis exactement un mois après le brunch, mon frère a appelé 1 fois et 2 fois et 5 fois. Puis il a envoyé un message, Maya répond. C'est à propos de l'école. J'ai fixé ces mots pendant un long moment. Pas de questions sur mon état de santé. Pas de remarques sur le comportement de maman. Juste que c'était à propos de l'école. Le système avait enfin remarqué le virement manquant. J'ai laissé le téléphone sonner 1 fois de plus avant de répondre. Je n'avais pas l'air joyeuse ni en colère. J'ai simplement dit, qu'y a-t-il ? La voix de mon frère est arrivée tendue et rapide. Il a demandé pourquoi l'école disait que ses paiements s'étaient arrêtés. Pas comment j'allais. Pas si j'étais toujours bouleversé. Pas s'il devait s'excuser d'être resté silencieux pendant que notre mère m'humiliait. Sa première préoccupation concernait les euros. Cela aurait dû faire mal mais cela a surtout confirmé ce que le mois dernier m'avait appris. J'ai demandé de quel paiement il parlait bien que je le sache déjà. Il a dit que le programme d'aviation avait envoyé un avis indiquant que son prochain bloc de formation ne pouvait pas être confirmé tant que le solde n'était pas réglé. Son instructeur l'avait averti que des paiements manqués pourraient le repousser à la fin du planning des vols. Il a dit que je devais arranger ça avant lundi parce qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre des heures. Le mot permettre m'a presque fait fermer les yeux. Il ne pouvait pas se permettre de perdre des heures mais je m'étais permis de tout payer pour lui. Les frais de scolarité et la location de l'avion et les frais d'examen et le laboratoire de simulation et l'équipement et la camionnette qui le transportait à sa formation. J'ai demandé s'il avait parlé à nos parents. Il a répondu sèchement que cela ne les concernait pas. J'ai dit que cela les concernait absolument. Il m'a dit de ne pas être dramatique. C'était encore là. Le mot familial pour qualifier la vérité qui les mettait mal à l'aise. J'ai regardé au-delà du porche et j'ai dit, demande à la famille que je n'ai soi-disant jamais soutenue. Il est resté silencieux. Puis il a explosé.
Il a dit que je le punissais pour quelque chose que maman avait dit. Il a dit que son avenir était en jeu. Il a dit qu'une vraie famille ne retirait pas son soutien sans avertissement. Je lui ai rappelé que j'avais prévenu tout le monde lors du brunch. J'avais dit que j'avais besoin qu'ils planifient leurs propres dépenses. J'avais dit que je ne pouvais pas supporter chaque facture pour toujours. En réponse, notre mère m'avait traité d'inutile et m'avait dit de partir. Il a dit qu'elle ne le pensait pas comme ça. J'ai demandé comment elle le pensait. Il a dit que je savais comment maman devenait quand elle était gênée. J'ai dit que c'était moi qu'elle avait gêné. Il n'avait pas de réponse. Alors il a dit que papa allait être furieux. Je lui ai dit que papa pouvait être furieux contre la banque ou l'école ou le prêteur ou lui-même. Je n'acceptais plus le travail familial non rémunéré. Sa voix a baissé. Puis pour la première fois j'ai entendu la peur sous son sentiment d'avoir tous les droits. Il a demandé ce qu'il était censé faire. J'ai répondu, paie ta propre formation. Fais une demande d'aide financière. Travaille à l'aéroport. Repousse le programme. Fais ce que tout le monde fait quand il veut quelque chose de cher. Il a dit que j'étais cruel. J'ai dit, non, je suis honnête après des années à être pratique. Puis j'ai mis fin à l'appel. Mes mains tremblaient mais pas de regret. En quelques minutes, la discussion de groupe de la famille a commencé à s'animer. Ma mère a écrit mon nom en lettres majuscules. Mon père a exigé que je l'appelle immédiatement. Mon frère a envoyé des messages disant que c'était de la folie. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai supprimé tous les moyens de paiement enregistrés qui étaient encore liés à leur compte. J'ai supprimé l'accès partagé à mon dossier de reçu. J'ai retiré ma mère en tant qu'utilisatrice autorisée d'une carte d'urgence qu'elle avait promis de n'utiliser qu'en cas de gravité et qu'elle avait ensuite utilisée pour faire des courses et verser des acomptes au salon de beauté et réserver un hôtel pour la fin de semaine qu'elle qualifiait de nécessaire contre le stress. J'ai changé le mot de passe du portail d'assurance et j'ai retiré les autorisations de virement automatique et j'ai envoyé un courrier électronique à Priya avec comme objet. Ça a commencé. Sa réponse est arrivée 20 minutes plus tard. Bien. Ne vous engagez pas émotionnellement. Sauvegardez tout. Alors j'ai sauvegardé chaque message et chaque note vocale et chaque menace déguisée en inquiétude. Cette nuit-là je suis resté assise sur le porche jusqu'à ce que les étoiles apparaissent. Pendant des années j'avais confondu ma paix avec le fait que tout le monde aille bien. Mais la paix ne consistait pas à maintenir le confort de tout le monde. La paix s'était enfin refusée de disparaître pour leur confort. Au matin la première vraie conséquence est arrivée. À la fin des 48 heures la famille qui disait n'avoir jamais eu besoin de moi allait apprendre le coût exact de mon absence. Partie 6. Les 12 premières heures concernaient l'école. Le portail d'aviation de mon frère a bloqué son prochain bloc de vol parce que le solde n'avait pas été payé. Il était programmé pour une séquence de formation qui nécessitait la disponibilité d'un instructeur et la réservation d'un avion et une autorisation météorologique. Sans confirmation de paiement, son créneau a été libéré pour un autre étudiant. Il m'a envoyé une capture d'écran avec 3 points d'interrogation comme si la ponctuation pouvait me faire honte et me ramener à l'obéissance. Puis il a rappelé. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Son message a commencé avec de la colère et s'est terminé par de la peur. Il a dit que je ne comprenais pas à quel point le planning était compétitif. Il a dit que perdre des heures de vol pourrait retarder sa certification. Il a dit que si je me souciais de son avenir j'arrêterais de jouer à des jeux. J'ai sauvegardé le message vocal et je n'ai rien fait. À la 18e heure le prêteur de la camionnette a envoyé un avertissement. Le paiement provenait normalement d'un compte contrôlé par mon père mais quand il était à découvert ma carte couvrait automatiquement la différence parce que j'avais accepté des années plus tôt d'être la solution de secours en cas d'urgence. À l'époque mon père appelait ça une formalité technique. Mon secours étant retiré le prêteur l'a contacté directement. Il m'a appelé 6 fois. Son message vocal était de l'indignation pure. Il a dit que mon frère avait besoin de cette camionnette et que j'attaquais la carrière d'un jeune homme et que j'agissais comme une enfant gâtée avec ses euros. Je l'ai écouté une fois et je l'ai sauvegardé et je l'ai envoyé à Priya. Elle a répondu, laissez-les parler. Nous utiliserons leurs mots si nécessaire. À la 24e heure ma mère a enfin paniqué mais pas avec des excuses. Elle m'a envoyé un message disant que la fête des mères avait été riche en émotions et que les personnes matures n'utilisaient pas une seule conversation comme arme. Une seule conversation.
C'est ainsi qu'elle appelait des années à subir des humiliations publiques. Et le moment où elle a dit qu'il n'avait jamais eu besoin de moi alors qu'elle était assise devant un gâteau que j'avais payé. Ensuite sa prime d'assurance a été rejetée. Cela comptait pour elle parce qu'elle gagnait sa vie en vendant des assurances et avait bâti son image sur la stabilité et la protection de la famille et la planification responsable. Maintenant sa propre police avait un problème de paiement et elle n'avait plus accès à ma carte pour le cacher. Elle a appelé avec un numéro masqué. J'ai répondu parce que je voulais entendre quelle version d'elle apparaîtrait. Elle n'a pas dit pardon. Elle a dit de régler ça avant que les gens ne commencent à poser des questions. J'ai demandé si elle craignait que les gens apprennent que sa fille payait les factures qui maintenaient son image intacte. Elle est restée silencieuse puis m'a qualifié de cruelle. Je lui ai dit que la cruauté consistait à traiter sa fille d'inutile après avoir dépendu d'elle pendant des années. Puis j'ai raccroché. À la 36e heure Priya a appelé. Elle avait examiné les documents du prêt sur valeur domiciliaire et les messages de remboursement. Des années plus tôt mes parents avaient eu besoin d'aide après qu'un problème de plomberie ait endommagé une partie de la maison. Ils appelaient cela protéger la maison familiale. Mon père avait promis par écrit que ma contribution en euros serait remboursée lorsqu'il refinancerait. Il n'a jamais refinancé. Il n'a jamais remboursé. Au lieu de cela il décrivait la rénovation comme quelque chose qu'ils avaient accompli grâce à leur discipline. Priya a dit qu'il y avait une trace écrite claire avec des virements et des messages et des reconnaissances signées. Elle pouvait émettre une mise en demeure formelle de remboursement et protéger ma réclamation avant qu'il n'essaie de déplacer des actifs ou de déformer l'histoire. Je lui ai dit de procéder. À la 40e heure la représentation sur les réseaux sociaux a commencé. Ma mère a publié une vieille photo de famille avec une légende sur les enfants qui oublient qui les a élevés. Les commentaires sont arrivés rapidement. Prière pour vous. Les enfants d'aujourd'hui sont tellement ingrats. L'amour d'une mère n'est jamais apprécié. Mon frère a publié une histoire en ligne disant « Certaines personnes abandonnent leur famille pendant une crise et pensent toujours qu'elles sont les victimes. » Mon père a appelé des parents et leur a dit que j'étais devenue arrogante à cause de mon entreprise. L'ancienne moi se serait précipitée pour s'expliquer. Cette fois j'ai attendu. Puis j'ai appelé tante Marlène qui est la sœur aînée de ma mère et l'une des seules personnes qui m'ait jamais vraiment comprise. Quand elle a répondu elle a dit « Je me demandais combien de temps tu allais continuer à payer pour des gens qui te traitaient comme un problème. » Je lui ai envoyé un dossier. Les factures de l'école de pilotage et les paiements d'assurance et les avis de prêt de la camionnette et les reçus de l'impôt foncier et le transfert pour les réparations de la maison et le titre de propriété de la caravane et la compte du gâteau de la fête des mères parce que parfois le plus petit reçu raconte la vérité la plus bruyante. Je lui ai dit que je ne lui demandais pas de se battre pour moi. Je voulais juste que quelqu'un connaisse la vérité avant qu'il ne l'enterre. Elle a répondu, la vérité n'a pas besoin de crier mais elle a besoin d'un témoin. 10 minutes plus tard sous la publication en ligne de ma mère tante Marlène a commenté, Denise es-tu sûre de vouloir que les gens demandent qui a payé ses factures? La publication a disparu en moins de 5 minutes. L'histoire de mon frère a été retirée peu de temps après. Ce fut la première fois que je ressentis de la satisfaction non pas parce qu'il souffrait mais parce que les mensonges avaient cessé d'être rentables. À la fin du deuxième jour Priya a trouvé le fil le plus propre de tous. La caravane que ma famille adorait et qu'ils utilisaient pour les excursions au bord du lac et les albums souriants en ligne étaient entièrement à mon nom. Je l'avais acheté avec mes euros après que mon père ait dit que cela nous aiderait à passer du temps ensemble sans vacances coûteuses. Il avait promis qu'il s'occuperait du stockage et de l'entretien. Bien sûr j'ai payé ça aussi. Le titre de propriété était à moi. Le prêt était à moi. L'assurance était à moi. Ils n'avaient les clés que parce que je leur avais fait confiance. Priya a dit que j'avais absolument le droit légal de la récupérer. La caravane n'était pas seulement un véhicule. C'était un symbole. Il se promenait dans quelque chose que j'avais payé tout en disant aux gens que je ne leur avais jamais rien donné. J'ai dit à Priya d'organiser la récupération correctement. Pas de menaces et pas de drame et tout dans les règles de l'art. Le lendemain matin l'avis officiel a été envoyé. Dans l'heure qui a suivi ma mère a appelé encore et encore. Mon père a laissé un message vocal disant que j'avais franchi une limite. Mon frère a envoyé un message, tu prends sérieusement la caravane aussi. J'ai envoyé un dernier message à la discussion de groupe avant de bloquer le fil. Vous avez dit que vous n'aviez jamais eu besoin de moi. Je ramène votre vie à la version où je ne la soutiens pas.
3 jours plus tard dans un parc de stockage en banlieue de Dallas, ils ont dû m'affronter sans la protection de mon silence. Partie 7. Le parc de stockage se trouvait à côté d'une voie de service entourée de clôtures métalliques et de panneaux effacés et de rangées de bateaux et de remorques et de caravanes cuisant sous le soleil. Ce n'était pas un endroit dramatique pour qu'une famille affronte la vérité. Il n'y avait pas de sol en marbre et pas de halètement dans une salle d'audience et pas de musique montante en arrière-plan mais juste du gravier sous mes chaussures et de la poussière dans l'air et la caravane située tout au fond comme un monument à chaque mensonge qu'ils avaient raconté sur leur indépendance. Priya se tenait à côté de moi avec un dossier sous le bras. La paperasse était confirmée. Les serrures avaient été changées. Le titre de propriété était vérifié. La récupération était légale. Je n'étais pas là pour me disputer. J'étais là pour mettre fin à leur accès. Ma famille est arrivée avec 15 minutes de retard dans la camionnette de mon père. Mon frère est descendu le premier avec la mâchoire serrée et en essayant d'avoir l'air intimidant même si ses yeux se sont dirigés directement vers la caravane. Mon père a suivi avec le visage rouge et raide comme il l'était toujours quand la réalité refusait de lui obéir. Ma mère est sortie en dernier. Elle portait des lunettes de soleil mais je pouvais voir qu'elle avait pleuré ou qu'elle voulait que je le pense. Elle avait l'air plus petite qu'à la brasserie mais pas plus douce. Il y a une différence. Elle s'est dirigée vers moi sans saluer Priya ni regarder les papiers. Elle a dit, « Tu vas vraiment détruire cette famille pour une dispute. » Je l'ai regardée et pour la première fois je ne me suis pas senti comme la fille qui suppliait d'être vue. J'ai répondu, « Non, je mets fin à un système qui ne fonctionnait que parce que je restais silencieuse. » Mon père a pointé du doigt la caravane et a dit que je les humiliais. Je lui ai dit que j'avais appris l'humiliation des meilleurs dans un restaurant et devant des inconnus pendant que les personnes que je soutenais détournaient le regard. Mon frère s'est avancé et a dit que je ruinais sa carrière dans l'aviation. Pendant une seconde j'ai vu le jeune homme effrayé sous son air de tout avoir acquis. Mais voir sa peur ne signifiait pas que je devais redevenir sa solution. Je lui ai dit que je ne ruinais pas son rêve. Je refusais de financer un rêve qui n'avait aucun respect pour la personne qui le payait. Il a dit que le construire lui-même prendrait des années. J'ai dit que la plupart des rêves prenaient du temps quand quelqu'un d'autre ne les achetait pas silencieusement pour vous. Ma mère a enlevé ses lunettes de soleil. Ses yeux étaient humides mais sa voix avait toujours ce côté tranchant. Elle a demandé ce qu'ils étaient censés faire maintenant. Je savais ce qu'elle voulait. Elle voulait que je me sente coupable et que je voie sa peur et que je redevienne l'ancienne Maya. J'ai dit, faites ce que vous avez dit à tout le monde que vous faisiez toujours. Gérez cela sans moi. Pour une fois personne n'a eu de réponse rapide. Priya a remis les derniers documents aux responsables du stockage. La caravane serait préparée pour la vente et les bénéfices iraient au remboursement de la dette liée à mon nom. Cela ne me rembourserait pas intégralement mais cela fermerait une porte qu'ils avaient gardée ouverte avec ma confiance. Mon père a dit que je le regretterais quand je n'aurais plus de famille. Je lui ai répondu que j'avais passé des années entouré de parents tout en me sentant seul. Être honnêtement seul semblait mieux que d'être bruyamment utilisé. Ma mère a tressailli mais elle ne s'est toujours pas excusée. Ce fut la dernière leçon qu'elle m'a donnée. Certaines personnes ne sont pas désolées quand elles vous blessent. Elles sont désolées quand vous blessez cesse de fonctionner. Au cours des semaines suivantes, les conséquences sont devenues réelles. Mon frère a perdu son horaire de formation préféré et a accepté un emploi dans une équipe au sol d'un aéroport pour maintenir son rêve d'aviation en vie. Pour la première fois, il était près des avions sans prétendre que quelqu'un d'autre devait payer pour sa place à bord. Mon père a dû négocier directement avec les prêteurs qu'il évitait auparavant en laissant mes euros combler les vides. Ma mère a perdu plusieurs clients après que son image de famille parfaite se soit fissurée. Non pas parce que j'ai révélé chaque détail mais parce que la version d'elle-même qu'elle vendait ne pouvait pas survivre à une seule question honnête. La maison à Plano n'a pas disparu du jour au lendemain mais la réclamation légale les a forcés à refinancer sous pression et à abandonner le fantasme selon lequel ils pouvaient construire leur confort sur des promesses non tenues. Ils n'ont pas été détruits. Ils sont devenus responsables. Pour eux cela faisait probablement le même effet. Quant à moi je suis retourné à Austin et j'ai mis mon énergie là où elle devait être. Ma clinique a développé son programme de soins pour les animaux âgés et j'ai redirigé ce qui aurait dû être le prochain paiement de la formation de mon frère vers une petite bourse d'études pour les étudiants techniciens vétérinaires. La première bénéficiaire travaillait de nuit dans un refuge et a pleuré lorsqu'elle a appris que la bourse couvrirait son examen de certification. Cela m'a donné quelque chose que ma famille n'avait jamais eu. Un but.
Quelques mois plus tard mon frère m'a envoyé un courrier électronique. L'objet était « Je suis désolé ». Il a écrit que travailler à l'aéroport lui avait montré combien de personnes se battaient pour des opportunités sans que personne ne paie leur chemin. Il a écrit qu'il avait été égoïste et qu'il aurait dû me défendre lors du brunch. Peut-être qu'il le pensait vraiment. Peut-être que la vie avait fini par rendre le regret pratique. Je n'ai pas répondu ce soir-là. J'ai archivé le courrier électronique et je suis rentré chez moi en conduisant sous le ciel orange d'Austin en ne ressentant aucune urgence à pardonner selon le calendrier de quelqu'un d'autre. J'avais passé trop d'années à confondre le pardon avec un accès immédiat. Maintenant je comprenais que la paix pouvait avoir des limites. L'amour pouvait avoir de la distance. La famille pouvait être réelle sans être autorisée à vous vider de votre substance. La leçon que j'ai tirée de tout cela était simple. Votre valeur ne se mesure pas à la quantité de douleur que vous pouvez absorber silencieusement. Elle ne se mesure pas au nombre de factures en euros que vous payez pour des personnes qui ne défendraient pas votre nom. Une vraie famille n'exige pas que vous disparaissiez pour que tous les autres puissent se sentir à l'aise. Le véritable amour enseigne la responsabilité et la gratitude et le respect. Parfois la chose la plus éducative que vous puissiez faire est d'arrêter de sauver des personnes qui n'apprennent que lorsque les conséquences finissent par arriver. Je ne suis pas parti parce que je les détestais. Je suis parti parce que j'ai enfin compris qu'être utile n'a jamais été la même chose qu'être aimé. L'équipe derrière cette histoire travaille dur pour créer des récits significatifs et émotionnels et bien conçus qui peuvent se connecter avec les spectateurs. Ceci est une histoire fictive créée à des fins éducatives dans le but de partager des leçons utiles sur le respect et les limites et la famille et la croissance personnelle. Ce scénario a une valeur éducative importante. L'amour ne devrait jamais être utilisé comme excuse pour profiter de la gentillesse de quelqu'un. À travers le parcours de Maya, les spectateurs peuvent apprendre que fixer des limites n'est pas égoïste et que les vraies relations familiales doivent être fondées sur la gratitude et la responsabilité et le respect mutuel.